Et puis, bien sûr, l'annonce de ce lancement officiel du programme Shopping Actions pour tous les marchands qui vont permettre effectivement d'accélérer encore plus pour ces clients impatients l'achat de vos produits sur nos properties et produits Google. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du côté des marchands? C'est une vraie complexité. On parle beaucoup de ce client nouveau, mais comment font les marchands? Nous, Google, nous travaillons avec, bien sûr, la plupart d'entre vous, mais j'ai l'honneur et la joie d'accueillir aujourd'hui quelques marchands, quelques personnalités au parcours exceptionnel qui représentent 3 marchands différents. Et j'invite sur scène et accueillir avec moi Amélie Castéra-Oudéa, qui est directrice marketing digital e-commerce chez Carrefour. Marie-Laure Cassé, directrice marketing et digital chez Maison du Monde. Et notre Benjamin, Maxime de Bayon, directeur Growth and Data chez Mano. Bonjour, ça va? Bonjour. Vous allez bien? Bonjour François, bonjour à tous. Alors, pour introduire cette table ronde, on va parler de vous et vous laisser la parole. Moi, j'ai une image qui m'inspire pas mal. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette photo. C'est une photo d'Andreas Gorski, un célèbre photographe allemand, qui vend d'ailleurs ses photos jusqu'à 3 millions de dollars. Donc voilà, c'est un business assez lucratif. Mais cette image-là, elle m'inspire parce que finalement, on parle beaucoup du client unique, d'expérience digitale. Tout semble très très simple. Mais quand on soulève le capot chez vous, ça ressemble un petit peu à ça. Ça, c'est l'entrepôt d'un retailer américain. C'est effectivement une masse d'informations, une masse de produits, de données, de clients qui paraît assez complexe à gérer. Donc, tout le propos de notre table ronde, c'est de savoir comment on passe de ça à effectivement une expérience unifiée. Et j'ai envie de commencer avec toi, Amélie. Carrefour, c'est 22 millions de clients en France, 110 millions dans le monde, donc c'est vraiment énorme. Et comment on répond à cet enjeu de la personnalisation chez Carrefour aujourd'hui? Oui, j'aime beaucoup cette photographie parce que, en fait, elle me parle beaucoup parce que chez Carrefour, il y a une largeur d'assortiment, je vais y revenir, qui nous pose des enjeux, qui soulève des enjeux de ce type. Cette histoire de personnalisation, j'ai envie de dire, c'est une dimension sur laquelle je suis assez à l'aise quand je parle de ce qu'on fait chez Carrefour, parce qu'en fait, elle est très ancrée dans l'histoire commerciale de Carrefour. On ne l'a pas toujours en tête, mais Carrefour est l'enseigne qui a inventé l'hypermarché, le concept de tous les articles, tous sous le même toit. Et derrière cette idée de personnalisation, je pense qu'il y a 2 ou 3 concepts clés. Il y a avoir une multiplicité de possibles, ouvrir le champ des possibles. Ensuite, une logique de pertinence et après de liberté pour le client. Je pense que ces 3 points sont majeurs et je vais essayer de les illustrer. La multiplicité des possibles, il n'y a pas de perso si on n'ouvre pas le champ des possibles. Donc aujourd'hui, il y a non seulement cette largeur d'assortiment historique chez Carrefour dans nos hypermarchés, dans les supermarchés, mais il y a la transposition de cette force du modèle dans l'univers du e-commerce où aujourd'hui on a à peu près 15 à 20 000 références disponibles sur nos sites, et y compris nos startups. Je faisais le point avec Greenwiz ce matin, qui est l'une des startups bio dans la salle. du groupe Carrefour, une largeur d'assortiment qui est exceptionnelle. Donc, beaucoup de choix. Mais en fait, quand vous ouvrez cette palette des possibles, ce choix, vous pouvez aussi paumer le consommateur, vous pouvez le perdre. Donc, le point qui est crucial, en particulier sur le e-commerce, c'est la pertinence. Donc, comment on construit la pertinence avec des moteurs de recommandation sophistiqués, pertinents, qui tiennent compte des caractéristiques de la personne qui est derrière ce device, de là où il en est dans son contexte, et des moteurs également de substitution si par hasard un produit viendrait à manquer dans les stocks, pour être en capacité tout de suite de lui proposer quelque chose. Et juste, je t'interromps sur le moteur de recommandation. Je crois que ce n'est pas du futur pour vous, c'est déjà de la réalité. Je crois qu'il y a un chiffre impressionnant. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, on a un incrémental de chiffre d'affaires grâce à la sophistication de nos moteurs de recommandation qui est déjà estimé à 20 millions d'euros. C'est considérable. On a la chance, dans le cadre du Data Lab
qu'on vient de co-créer avec Google, d'avoir l'accès aux meilleures expertises en termes d'intelligence artificielle, de machine learning, qui nous aident à sophistiquer ces algorithmes de recommandation, ces algorithmes de substitution. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, le troisième point qui est extrêmement important, c'est la liberté. Je vais prendre un exemple qui est celui du couponing. On sait aujourd'hui qu'on peut être infiniment plus pertinent dans les coupons qu'on propose à nos clients en tenant compte de toute une série de données, d'appétence, de triggers, voire à partir de quel niveau de coupon la personne va être sensible à la proposition qui lui est faite, quel est le contexte, encore une fois, d'achat autour de tout ça. Et là, on a une expérimentation en Espagne construite également avec les ingénieurs, les data scientists de Google, dans lequel on a quasiment un taux de souscription des coupons multiplié par 2 quand on prend en compte cette richesse de données. Mais pour moi, le plus important, c'est la liberté, c'est-à-dire la faculté que le client a aussi lui-même d'activer son choix de coupon. Une personnalisation qui est entièrement dictée par l'enseigne, qui est quelque part top-down, basée sur une série de données dont le consommateur n'a pas toujours conscience que la marque les détient, c'est important, mais c'est important aussi de donner au sentiment au consommateur qu'il est lui-même l'acteur. Donc ça, c'est vraiment l'esprit de notre nouveau programme de fidélisation qu'on vient de lancer sur la France et dans lequel on ouvre la capacité à nos clients de choisir dans une grande série de promotions. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, c'est très intéressant, de voir que parmi les personnes qui adhèrent à ce programme de fidélisation, on a 70% de ces clients qui sont dits très promoveurs, c'est-à-dire qui choisissent eux-mêmes des programmes de promotion très personnalisés qui correspondent à leurs souhaits d'achat sur le bio, sur le bébé, sur des catégories comme le pet food, extraordinairement personnalisées, mais c'est lui, c'est le client qui choisit cette personnalisation. Donc, assortiment, recommandation et personnalisation dans les deux sens avec cet exemple du couponing et de la liberté. Marie-Laure, en fait, j'ai fait un petit exercice ce matin assez amusant. J'ai tapé inspiration sur notre Google Trends qui permet de savoir les tendances sur les différents mots-clés tapés. Et dans les mots associés à inspiration, c'est-à-dire que quand les gens tapent inspiration, quels sont les autres mots qu'ils saisissent sur notre moteur de recherche, dans les 15 premiers apparaît Maison du Monde. Et à titre, il n'y a que 2 enseignes qui apparaissent. Et Maison du Monde est la première enseigne d'ameublement associée au mot inspiration. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire ? C'est qu'on réussit notre positionnement, justement, puisque Maison du Monde est une marque très positionnée sur la dimension inspirationnelle, aspirationnelle. C'est une marque où le produit est au cœur, en fait. Les clients, les internautes viennent sur notre site, consultent notre catalogue et vont en magasin pour découvrir des nouveautés. C'est vraiment le premier motif de visite, quels que soient nos canaux. Et donc, à ce titre, on ne doit pas les décevoir. Donc, le produit est cœur et on doit s'assurer que notre offre, elle est multistyle, que nos produits sont stylés, qu'ils sont en avant sur la décoration, etc. Et surtout qu'on les met en scène de manière extrêmement ambiancée, qui donne envie, qui génère de l'envie d'alimenter ces projets de décoration essentiellement. Et voilà. Et donc, partant de ça, on s'est dit comment la personnalisation peut faire devenir concrète sur la dimension produit. Il y a un insight extrêmement fort qui est tout sujet de customisation. Les millennials, notamment, apprécient cette dimension de pièces exclusives dans la mode. Et nous, quelque part, on est un acteur de la mode aussi, dans la décoration et l'ameublement. Et donc, c'est ce qui a contribué au lancement, il y a 15 jours maintenant, donc c'est vraiment tout frais, de notre canapé customisable, SoMe, voilà, on l'a appelé comme ça, tellement moi. Parce que justement, il est parfaitement modélisable en ligne et en magasin. Vous choisissez votre assise, vous choisissez la couleur, la matière évidemment, les pieds, tout un tas d'éléments qui au final fait qu'il y a un choix parmi 600 000 combinaisons possibles. Donc ça, c'est un élément très fort. On a évidemment eu besoin de techno pour nous permettre de faire tout ça. La modélisation 3D est un élément clé de cette proposition concrète. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, c'est que cette dimension de personnalisation, elle passe par la compréhension des besoins des clients. Il se trouve que dans l'univers de la décoration, il y a beaucoup de... C'est un hobby qui vraiment est en train d'exploser. Les émissions de Stéphane Plaza, etc., contribuent significativement à cet engouement. Et nous, en fait, on a creusé pour savoir comment était positionnée Maison du Monde par rapport à ça. Il se trouve que dans la proposition de valeur, quasiment un tiers des Français disent qu'ils manquent d'inspiration aujourd'hui pour décorer leur maison, leur intérieur. Et puis,
quand bien même il voudrait se lancer, à 40%, il trouve que finalement un architecte d'intérieur, c'est beaucoup trop cher. Ce qu'on a lancé là, en s'adossant avec un partenaire, avec une start-up qui s'appelle Rinov, c'est finalement la démocratisation de cet architecte d'intérieur avec une offre à 99 €. Donc à 99 €, vous pouvez prendre des photos de votre appartement, choisir les styles qui vous inspirent, en plugger directement sur le site ou en magasin. Et puis, quelques jours après, vous recevez une modélisation 3D de votre intérieur. Alors, vous choisissez évidemment aussi la pièce. Et ça permet là d'être complètement subjugué, parce que vraiment le rendu est magnifique. Et du coup, de passer à l'action sur derrière un projet plus concret d'achat de produits. Donc voilà comment, en tout cas, chez Maison du Monde, on l'a traité. On a hâte de découvrir ça. Maxime, Mano Mano, c'est un peu le Benjamin du retail. J'aurais tendance à dire peut-être le Mbappé du retail, avec 500 millions de revenus en moins de 5 ans. On avait échangé un peu là-dessus avant. Et alors là, le sujet de la personnalisation, c'est un peu votre ADN. Et quelles sont les offres et les approches que vous avez là-dessus? On pense que le retail est en train de vivre une révolution qui est comparable à l'invention du supermarché il y a 65 ans. Et que en fait, la révolution web n'est pas tant la possibilité de pouvoir mettre un catalogue en ligne et de faire de la vente par correspondance un peu améliorée, mais de vraiment c'est plutôt une révolution data, c'est-à-dire que c'est toute la partie immergée de l'iceberg qui est vraiment intéressante et où en tout cas où on pense pouvoir apporter beaucoup de valeur. Pour illustrer ça, Yahoo a une barre de recherche, pourtant c'est pas Google. Ou dans les années 2000, Walmart avait aussi un site internet comme Amazon, et pourtant c'était pas Amazon. Et en fait toute la différence, elle se passe sous le capot. Et on pense que c'est vraiment une opportunité extraordinaire parce que cette révolution permet de réinventer l'expérience client de fond en comble. Et on pense qu'on est capable, sur le marché du bricolage, d'avoir une expérience en ligne qui est 10 fois meilleure que celle que vous avez en magasin. Alors, par exemple, vous avez un problème avec votre évier, vous avez une fuite derrière votre plan de travail. Un vendredi soir, 22h, vous allez démonter la pièce, vous allez l'emporter le morceau dans le coffre de votre voiture jusqu'à un supermarché. Là, vous allez montrer ça à un vendeur si vous arrivez à en attraper un, et qui va vous expliquer ce qu'il faut, etc. Vous êtes trompé. Bref, ça vous est tous déjà arrivé de perdre comme ça quelques heures. L'expérience devrait être beaucoup plus fluide. On pense avec, vous prenez votre téléphone, vous filmez la pièce, vous avez un conseiller qui vous répond directement et qui vous envoie la bonne pièce, éventuellement un tutoriel, et qui vérifie que vous avez les bons outils, et voire même qui vous dit que vous avez un voisin qui peut vous faire ça, qui habite juste à côté de chez vous et qui peut vous faire ça très rapidement. Et donc on pense qu'on a une transformation extrêmement profonde en cours. Merci beaucoup Maxime. En fait là, c'était effectivement le sujet sur l'offre. Quelle offre apporter à ce client exigeant et impatient. Il y a aussi le parcours client, et vous l'avez évoqué, Marie-Laure et Maxime en partie, parce que ça fait en partie de l'offre, mais il y a aussi la manière de rapprocher l'offre de ce client avec ses nouveaux parcours, ses nouvelles expériences. Et j'ai envie de poser la question à toi d'abord, peut-être Maxime, justement dans le prolongement de cette expérience du plombier. Comment vous revisitez aussi au quotidien votre expérience client? Alors, on essaye d'adapter notre produit, le site, au parcours client. Donc, un exemple assez récent, il y a quelques trimestres, on s'est aperçu qu'on avait des clients un peu particuliers qui achetaient énormément, qui savaient exactement ce qu'ils voulaient directement. Et en creusant un peu, on s'est aperçu que c'était des artisans et qu'on avait plusieurs dizaines de milliers d'artisans qui avaient déjà acheté sur le site Mano Mano B2C, qui n'est pas du tout prévu pour ça. Les prix ne sont pas hors taxe, on n'a pas de livraison sur chantier, et pourtant on avait de la demande. Donc on a co-créé avec 150 d'entre eux un nouveau produit qui est live depuis avant-hier, qui s'appelle Mano Mano Pro, et qui est une offre multispécialiste, une offre sur plusieurs verticaux du bricolage à la fois. Alors pour faire pour vous donner un peu de contexte, les artisans sont une population particulière. Donc on a à peu près 30% des artisans qui ont moins de 30 ans, donc qui sont une population complètement digitalisée, qui comprend l'intérêt d'utiliser le digital dans leur métier. C'est des gens aussi qui passent énormément de temps en voiture, autour de 1h30 par jour. Et c'est des personnes qui généralement ont 2-3 fournisseurs,
qui vont visiter chaque semaine, voire quotidiennement, pour pouvoir se fournir en matières premières. En partant de ces constats, on a essayé d'adapter notre produit pour les libérer des contraintes du parcours physique. Et donc on a créé cette offre sur plusieurs, multispécialistes, donc plombiers, électriciens, etc., sur un seul site pour avoir plus qu'un seul fournisseur. On a aussi créé une offre avec des conseillers très bien formés qui sont capables de faire du do it for me, c'est-à-dire l'artisan peut être au volant de sa voiture et passer sa commande à son conseiller qui le connaît et qui est capable de lui faire exactement ce qu'il veut. On a aussi de la livraison sur chantier, et puis on a aussi fait des changements sur la personnalisation. On a des moteurs de recommandation et des systèmes de ranking pour le B2C qui sont personnalisés. Et pour cette population, on s'est aperçu qu'une caractéristique extrêmement importante était la marque. Si jamais vous posez 10 baignoires chaque mois, vous avez besoin d'être certain que vous avez les bons outils, que vous avez le savoir-faire, que ce que vous allez poser est fiable, parce que vous ne voulez pas que votre client revienne un an plus tard avec des problèmes. Et donc les artisans sont très très attachés à leur marque. Et donc on a modifié nos systèmes de personnalisation pour pouvoir mettre cet aspect en avant. Chapeau. Merci. Amélie, plan de transformation, Carrefour qui veut devenir leader de l'omnicanal alimentaire. Ça se traduit comment aujourd'hui ? François, autant sur le premier aspect de la perso qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le choix, la liberté, les programmes de fidélité, le couponing, il y avait vraiment un socle historique Carrefour très fort sur lequel on pouvait bâtir. Autant ce versant-là des parcours et de l'omnicanalité dans les parcours, ça a été le travail titanesque qu'on a amorcé sur l'année 2018 et ce début d'année 2019, et on a encore beaucoup de boulot devant nous. Donc là, le but, il est simple, il est d'essayer de tirer parti vraiment du maillage territorial des magasins Carrefour partout dans le monde. On a 12 000 magasins dans le monde, c'est une force absolument unique. Et le but, c'est évidemment le meilleur des deux mondes et d'arriver à interconnecter les deux, toujours avec cette idée de liberté. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Là où Carrefour avait pris un retard considérable dans le drive, on a essayé de raccorder absolument tous nos magasins, hypermarchés, supermarchés, avec ce modèle du drive. Vous démarrez sur le site et vous allez en sortir du bureau, quand vous passez au Carrefour, etc. Hop, vous prenez votre marchandise. La version évidemment de livraison à domicile, qui était un truc nouveau chez Carrefour. Il y avait plusieurs années avec Oushop, mais il fallait vraiment reprendre tout ça bien en main. Là, on a un raccordement de toutes les grandes villes, vraiment maintenant un maillage là aussi qui commence à être très très bon. Et la déclinaison de la livraison express, non seulement en France dans toutes les grandes villes, mais également dans 7 de nos géographies à l'international, à travers soit des partenariats, soit en direct nous-mêmes, via nos propres startups ou via des modèles ingénieux de livraison à travers le last mile. Donc, modèle du drive, modèle de la livraison à domicile, le nouveau venu qui est le drive piéton. Alors ça paraît souvent une expression assez hallucinante de parler de drive piéton. Moi j'aurais voulu qu'on appelle ça le walk, mais bon, je suis arrivée trop tard. Là l'idée c'est on va à pied chercher ses courses. Et il y a un autre élément que je voudrais deux autres que je voudrais mettre en avant, c'est le lâcher de caddie. Parce que ce qui est quand même formidable dans des magasins, c'est la capacité à toucher, à voir, à sentir, à retourner un fruit, un légume de tous les côtés pour voir s'il est appétissant, s'il est au bon niveau de maturité, etc. Et là, l'idée, c'est un peu l'inverse du click and collect. C'est je fais mes courses dans le magasin, je profite de toutes ces saveurs, de toute cette dimension expérientielle. Et par contre, après, j'ai un service qui me livre chez moi de tous les colis. Donc, je m'évite les paquets qui tombent, les trucs lourds et les crampes dans les épaules. Et donc ça, c'est vraiment le drive piéton, grande innovation sur lequel on a mis une accélération considérable cette année avec plus de 30 drive piétons qui ont été ouverts et vraiment un positionnement formidable qui s'appuie sur nos magasins de proximité avec là aussi un maillage absolument exceptionnel. Puis le dernier point que je voulais mettre en avant et qui là aussi est une innovation y compris culturelle pour Carrefour. Carrefour, un peu comme pas mal de nos leaders français, avait un peu l'habitude de penser qu'elle pouvait tout faire, que le groupe pouvait tout faire par lui-même. Et il y a un énorme travail qui a été mené par Alexandre Bompard pour ouvrir ce groupe à l'idée des partenariats,
à vraiment une flexibilité en prenant les forces des autres modèles pour enrichir la proposition de valeur consommateur. Et là, typiquement, notre présence sur les marketplaces, notre présence sur Google Shopping Actions, qu'on lance maintenant là en France et qui est vraiment, de mon point de vue, une formidable innovation, c'est là aussi travailler sur cette personnalisation des parcours et introduire la notion de contexte. Le client, il n'est pas chez Carrefour, il est sur Google, mais on va lui amener le produit Carrefour. On va essayer d'être les plus compétitifs sous un ensemble de critères, bien sûr le prix, les délais de livraison, et vous poser des standards de qualité qui nous imposent d'être bons là-dessus. Le dernier point que j'aurais envie de souligner, c'est que derrière tout ce que j'évoquais sur cette omnicanalité, l'ouverture qui fait qu'il faut être présent sur les marketplaces, qu'il faut parfois nous-mêmes créer nos propres marketplaces, il y a un outil qui est le marketing digital qui doit nous aider à interconnecter ces mondes. Et là, l'exemple que j'ai envie de mettre en avant, c'est tout ce qui est l'IA, cette solution de Google Local Inventory Ads, qui est pour nous aujourd'hui en phase de déploiement au Brésil, qui est en train d'être testée en Espagne et qui demain sera mise en place en France, et qui permet à un client qui, par exemple, s'est rendu compte qu'il y avait un manquant en ligne, ça arrive, il se dit tiens, je vais passer dans le magasin, et au lieu de passer dans le magasin et potentiellement de se casser les dents sur un magasin soit fermé, soit qu'il n'y a pas le bon produit, il peut, grâce à cette solution des Local Inventory Ads, tout de suite checker que le produit, le cooker par exemple qu'il veut, il est bien disponible avec, dans ce magasin, avec les horaires. Et là, on commence à avoir une proposition qui vraiment, pour de vrai, devient une connexion des deux mondes, physique et digital. Et ça fait écho à ce qu'a présenté Daniel sur l'exemple de But, donc ça marche dans l'alimentaire et dans l'alimentaire également. Merci Amélie. Marie-Laure, peut-être sur ce sujet de l'expérience client et de l'omnicanalité. C'est vrai que Maison du Monde est une petite pépite par rapport à ça, puisqu'en fait, 23% du chiffre d'affaires de la boîte est fait online. Et c'est vrai qu'on a du mal à y croire. Cette capacité à vendre du meuble sans l'exposer concrètement en point de vente physique. Je me demande même si ce n'est pas le record français d'un retailer physique en termes de poids de l'e-commerce. On va demander dans la salle. Est-ce qu'il y en a qui font plus que 23% de chiffre d'affaires online? Levez la main. Non. Là-bas, non, peut-être. Voilà. Oui, il y a quelqu'un là-bas. Ouais. En tout cas, c'est une des forces du modèle incroyable, en fait. Et donc voilà, donc ça veut dire qu'il y a déjà énormément de choses qui fonctionnent bien. Comme vous, en fait, on a pas mal d'algorithmes de recommandation qui sont mis en place, on les A/B teste pour être toujours plus pertinents sur la recommandation. Ils sont accessibles évidemment aussi en point de vente physique, via la tablette vendeur, qui est un outil extrêmement utilisé par nos conseillers dans les magasins. Et voilà. Et en fait, on a enrichi là aussi notre offre. Alors, on ne savait pas qu'on appellerait ça du drive piéton, mais je pense que de retour demain au bureau, ça va en jeter. Mais on a élargi, nous aussi, la proposition de valeur livraison avec, là encore, une start-up. On s'adosse beaucoup à des partenaires pour faire Trusk, en l'occurrence, qui n'a pas déjà été dans un magasin à craquer sur un magnifique miroir qui fait finalement 2 mètres de haut, 1 mètre de large, et se dit comment je rentre chez moi maintenant. Alors ça correspond à des use cases plutôt urbains, mais voilà, on a enrichi la proposition de valeur avec ce partenaire qui du coup vous permet d'être livré à la maison, et on a encore pas mal d'innovations dans l'expérience livraison, le dernier kilomètre et tout ça, quoi. Merci beaucoup Marie-Laure. J'entends beaucoup le mot aussi partenariat, co-construction avec les installateurs. Et, donc c'est assez intéressant parce que c'est effectivement un vrai mouvement assez nouveau. On a beaucoup parlé du what, qu'est-ce qu'on amène aux clients, comment on l'amène. Maintenant, le comment, on rouvre un peu le capot. C'est extrêmement complexe. Et Marie-Laure, peut-être pour enchaîner, quand on a préparé cet entretien, tu nous as parlé d'un nouvel acronyme, un nouveau rôle dans l'entreprise qui s'appelle PO. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous faites cette transformation digitale et à quoi correspond le PO? Product Owner. Product Owner. Alors en fait, c'est plus le sujet de la data au cœur de l'accélération du digital, du business, de cette orientation client, etc. Et en fait, ce qui est magique en fait, chez Maison du Monde, c'est que c'est une entreprise qui a été fondée par une personne extrêmement visionnaire, extrêmement intuitive. Et donc, c'est une boîte qui fonctionne vraiment à l'intuition, avec des gens qui ont des vraies visions produits, etc. et qui ont ouvert plein de magasins avec un concept merchandising
assez fou en fait, et qu'on essaye aujourd'hui de post-rationaliser en fait, et d'essayer de comprendre mais qu'est-ce qui fait la magie de ce chiffre d'affaires au mètre carré aussi bon, de cette association de produits improbables entre eux mais qui fait que ça donne envie et il y a de l'achat d'impulsion extrêmement fort. Et donc la data qui à l'origine était vraiment l'apanage du digital en fait, avec la création du site web, il y a eu énormément d'investissements mis sur une équipe data qui était au service du digital. Depuis 2 ans, a été vraiment ouverte aux problématiques du groupe. Et donc, là où avant, les data scientists étaient vraiment orientés sur la performance du site, le ROI, les algos de recommandation, etc., aujourd'hui, ils s'ouvrent sur ces sujets de, finalement, comment les données digitales me permettent d'être encore plus pertinent sur la géographie des magasins où je dois m'installer, avec ce sujet de poids du digital versus le physique, ce sujet d'optimisation du chiffre d'affaires au mètre carré, finalement les ambiances qui fonctionnent, les associations de produits, etc. Et voilà. Et donc c'est une organisation extrêmement centralisée, ce qui est la force du modèle aussi, ce que j'avais pas forcément vécu moi dans mes expériences précédentes, mais qui fonctionne super bien et qui permet d'être extrêmement agile. Et en effet, la force du modèle, c'est pas de laisser une équipe data un peu savant fou faire leurs petites expérimentations dans leur coin, c'est que le product owner, on a des product owners qui drivent vraiment l'orientation business et l'orientation client et qui sont, j'aime pas trop dire ce mot-là, mais donneurs d'ordre ou qui impulsent une vraie vision business avec des gens à la data qui vont servir cette ambition-là, nourrir cette ambition-là, apporter des recommandations, etc. quoi. Excellent. Maxime, quand on a échangé tous les deux, tu parlais de langue vivante 2, de LV2. Alors on est en phase de Parcoursup ou de choix de langue pour certains, mais est-ce que tu pourrais nous expliciter un peu d'où vient cet acronyme et pourquoi ? Alors, au sein de Mano, on essaye d'avoir une organisation où les personnes peuvent prendre des décisions elles-mêmes, et donc pour ça il faut leur donner. Alors déjà il faut un objectif clair pour tout le monde. Donc on a des OKR d'entreprise assez clairs. Donc un bon test pour savoir si la vision est claire pour tout le monde. Dans l'ascenseur, vous demandez à 3 personnes quel est le sujet le plus important de l'entreprise ce trimestre. Et si vous n'avez pas 3 fois la même réponse, c'est que vous avez sans doute un problème. Donc une vision très claire. La deuxième partie, c'est une grande transparence. Donc pour ça, on a fait le choix d'ouvrir toute la donnée à tout le monde, enfin quasiment toute la donnée, et de former tout le monde. Donc toutes les personnes qui arrivent sont formées au SQL. L'idée, c'est un peu la même chose que l'anglais pour la génération de nos parents. Lors de la mondialisation, vous pouviez, il y a 30 ans, ne pas parler anglais, mais c'était un peu dommage parce que vous coupiez de toute une partie de la réalité et vous aviez besoin d'un traducteur à chaque fois pour pouvoir interagir avec cette évolution du monde. Et notre vision, c'est que dans une entreprise web data, pour pouvoir avoir une bonne compréhension de ce qui se passe, il faut que la data analyse, être data literate, soit partagée par tout le monde. Et donc la data est un peu une sorte de LV2 chez nous. Et puis après, dans l'organisation, on essaie aussi d'avoir une vision de partage bienveillant pour essayer d'accélérer au maximum les choses. Et Amélie, chez Carrefour, comment on se met ce mouvement en place de la digitalisation ? Moi, je pense sur ce comment, je vous rejoins vraiment tous les deux sur la vision. Je pense que pour moi, il y a la vision, il y a l'expertise et il y a les outils / la technologie. J'ai envie de dire, il y a ce triptyque. L'expertise, c'est dur parce qu'il y a une bataille pour les talents. C'est compliqué. On a la chance, en ce qui nous concerne, d'avoir accès à des ressources formidables dans le cadre de notre partenariat avec vous, avec Google. On a aussi des partenariats qui sont extraordinairement positifs en Asie, notamment en Chine, avec Tencent, avec Alibaba. Donc ça, c'est évidemment des apports d'expertise. Mais j'ai envie de dire, c'est finalement pas forcément le plus compliqué. Je crois que le pire dans une entreprise, c'est lorsqu'il y a des décisions business qui sont assises sur des algorithmes dont personne ne comprend la secret sauce. Et là où vraiment, moi j'ai un travail particulier, c'est quand on travaille sur nos algorithmes, par exemple, de recommandation, de toujours rappeler, par exemple, dans nos algos de recommandation en e-commerce, il y a 3 choses auxquelles je tiens. La première, c'est développer la présence à l'esprit. On a par exemple une marque propre, une marque
Carrefour, dans lequel on a des prix qui sont on a des produits qui sont de très belle qualité à des prix inférieurs, bien souvent, aux marques nationales. Cette marque est peu connue. On a le devoir de la pousser, de la rendre plus présente à l'esprit. Le deuxième élément, c'est qu'on a ce pari sur la transition alimentaire, il faut qu'on soit cohérent. Et donc, lorsque on a la faculté de proposer aux clients un produit potentiellement plus sain, qui a un Nutri-Score qu'on arrive à récolter à travers de l'open data, qui est meilleur, et ben, si on est cohérent avec notre promesse de marque, on a le devoir de le lui proposer, quand bien même la marge sur ces produits serait inférieure pour Carrefour. Et puis le troisième élément toujours de vision, c'est le contexte. Je vais prendre un exemple un peu basique, mais c'est ça qui commande le cross-sell. On a un client qui nous demande d'acheter de la pâte à pizza. Pensons à lui proposer du fromage râpé ou de la mozzarella. C'est cette logique de jamais perdre le contexte et l'intention du consommateur. Le dernier point, c'est peut-être sur la partie technologie. Parce que la transformation que j'ai évoquée tout à l'heure, elle peut paraître un peu trivial, voire un peu déjà vu de ok, bon, je commence en ligne, je finis en physique, l'inverse, je me mets sur des marques. En fait, quand vous avez un système legacy comme celui de Carrefour, c'est juste un cauchemar. Et donc tout l'enjeu qui consiste à donner la flexibilité à notre système legacy pour accueillir une très très grande diversité de parcours et donc se plugger sur le plus grand nombre de fronts possibles, y compris ceux de Google, avec des flux temps réel, des échanges de données extraordinairement rapides et précis sur les caractéristiques des produits. Ça suppose un travail en profondeur sur l'architecture des systèmes d'information et la mise en place de nos API qui est absolument considérable. L'autre élément que j'ai envie de donner comme exemple sur cette histoire de technologie, c'est que il ne faut pas qu'on soit schizophrène. C'est-à-dire que c'est bien de dire qu'il y a une offre omnicanale, etc. Mais si le client, qui lui n'a pas tellement envie de faire ses courses online, il va dans un supermarché ou dans un hypermarché et qu'il ne se passe rien en termes d'expérience, en termes de modernité d'expérience, on n'est pas crédible, on n'est pas bon. Donc l'enjeu, c'est aussi pour Carrefour de réussir la digitalisation de ces magasins, pas seulement le e-commerce. Il faut que par le jeu des étiquettes électroniques, par la capacité qu'on a à mettre en local de la puissance de calcul, à avoir demain des bons capteurs qui permettent en fait de faire en sorte que toute la richesse de relations qu'on construit depuis des années, tous sur le digital, on ait la même richesse d'expérience dans les magasins. Aujourd'hui, François, en fait, on arrive dans un magasin, on est anonyme et on en ressort anonyme. Il faut que ça change. Parce que l'attente de personnalisation, elle est encore plus forte. Formidable. Peut-être un mot de Maxime et Marie-Laure pour la partie technologie. Quelles sont les nouvelles technologies que vous regardez pour préparer demain ? Clairement, tout ce qui est réalité virtuelle. Toujours dans cette logique d'inspirer, de donner à voir des choses de la déco, de l'ameublement. Enfin, le sujet de touch, feel, il est impératif pour nous dans notre métier. Donc, on pense vraiment que la réalité augmentée, la réalité virtuelle va aider. On a justement lancé une application mobile de réalité augmentée qui permet de positionner son meuble, le canapé, un tapis, etc. dans son salon. Donc voilà, a été téléchargé à 60 000 fois aujourd'hui. On va continuer à la développer, modéliser du coup en 3D les produits. Puis évidemment, comme on est sur de l'image, tout ce qui est moteur de recherche à partir de l'image, pour nous, est clé. Donc voilà, c'est les éléments majeurs. Maxime. On a plein de... On a plein de projets innovants dans les cartons, mais si je devais parier sur des technologies pour l'expérience du futur, je crois que je parierais sur du HTML, du PHP, et du Python pour la data science, donc des bonnes vieilles technologies. C'est-à-dire que pour moi, les briques sont là et on peut créer des expériences clients extraordinaires en assemblant ces briques. Et la partie difficile, c'est finalement le génie humain, donc la capacité à avoir une vision et à la transformer en produit qui est adapté aux besoins des utilisateurs. Et à mon avis, on a encore énormément de choses à faire. Et je pense qu'au fur et à mesure, les sites web vont absorber de plus en plus de complexité au profit de l'utilisateur. Dans tout ce qui est, pour nous, alors pour le cas du bricolage, on part du produit de base, mais en fait derrière un produit, il y a tout un projet, des services qui peuvent être proposés de manière beaucoup plus fluide qu'ils le sont aujourd'hui.
Je pense qu'il faut qu'on dise un mot quand même du cloud sur ce registre-là. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai toujours eu pour religion de dire sur la technologie, faisons simple. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans les grandes entreprises notamment, où on a des moyens, on passe d'une génération de technologie à une autre sans complètement capter les potentialités de cette technologie. Il y a pour moi une vraie prise de conscience que je suis en train de faire, c'est-à-dire que sur la partie cloud en fait. Dans le cadre du partenariat aujourd'hui qu'on a avec Google, on a des engagements de passage sur le cloud. Et pour être tout à fait honnête, et François le sait, au début, je le prenais presque comme une contrainte du partenariat. Pour moi, il y a un effet un peu tic de box. OK, je dois dépenser sur Google Cloud Platform. Ben, on va dépenser sur Google Cloud Platform. Et en fait, je me rendais compte que l'exercice en interne n'avance pas parce que du coup, c'est subi comme un truc. OK, ils ont choisi de bosser avec Google. Bon, ben, on va appliquer. J'ai eu vraiment, dans les dernières semaines, un révélateur là-dessus, sur le fait qu'il y a quand même des vraies situations où la technologie est totalement transformante par rapport à ce qu'on peut proposer aux clients. Et que le côté « make it simple », dans le cloud, là, on est vraiment en train de se doter d'une capacité, d'une puissance, d'une capacité d'élasticité, une capacité aussi de modulariser énormément nos sites e-commerce, par exemple en faisant en sorte que voilà, quand on a besoin d'ajuster, d'itérer très rapidement sur un moteur de recommandation, ben, on n'a pas besoin de geler tout le site et de paralyser tout le reste des opérations, qui a cet effet distribué et qui permet en fait d'accélérer considérablement l'agilité de nos sites et du coup de tester infiniment plus d'innovation. Donc je pense que par rapport au triptyque qu'on évoquait tout à l'heure, la vision toujours, l'expertise sans laquelle on ne peut rien faire, mais il y a un effet accélérateur des technologies qui de temps en temps peut être quand même assez considérable. Merci beaucoup Amélie, Marie-Laure et Maxime. On peut les applaudir. Je voudrais juste conclure avec 3 choses. D'abord, j'étais impressionné par effectivement la vision que vous avez, les projets et les innovations qui sont déjà là aujourd'hui, hein, et puis ce que vous mettez en œuvre. Je pense que les 3 exemples qu'on a sur scène, je pense qu'il y en a des milliers d'autres et une centaine d'autres dans la salle. Donc bravo, parce que je pense que l'écosystème de la distribution en France part sur de bonnes voies et on est là pour vous accompagner. Et dernier petit message, on a parlé de Shopping Actions, il y a un atelier qui sera animé par Nick Lenton qui est juste ici. Je crois que c'est en début d'après-midi, donc n'hésitez pas à y aller pour avoir un peu plus d'informations sur ce nouveau programme. Merci à tous et à très bientôt. Merci.